Je m'appelle Nicolas Dubreuil. J'ai 37 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais avoir un mariage stable et adulte. Le genre de mariage que les gens arrêtent de remettre en question une fois que les années s'accumulent. Le genre qui n'explose pas bruyamment, mais qui existe, tout simplement. Jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Je suis rentré chez moi un mercredi soir à 18h30. Comme toujours. La maison était plongée dans le noir. Pas de lumière. Pas de musique sortant de l'enceinte de la cuisine comme c'était habituellement le cas quand Sophie rentrait avant moi. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Ce n'était pas inhabituel. Elle travaillait tard ces derniers temps, du moins c'est ce qu'elle disait. J'ai réchauffé des restes, répondu à quelques emails, plié du linge devant la télévision sans vraiment la regarder. Ce genre de gestes automatiques qu'on fait quand la vie semble assez prévisible pour fonctionner par réflexe. À 21h, je lui ai envoyé un SMS, « Tu rentres à quelle heure ?» Pas de réponse. À 23h, j'étais agacé. À minuit, j'étais inquiet. Je l'ai appelé 4 fois. Messagerie directe à chaque fois. À 1h47 du matin, mon téléphone a vibré. Un SMS. Tu auras des nouvelles de mon avocat seulement. Considère que c'est fini entre nous. J'ai fixé l'écran pendant 5 bonnes minutes. Je l'ai relu encore et encore, attendant que mon cerveau réorganise les mots en quelque chose de logique. Pas d'explication, pas d'avertissement, pas de conversation. Juste fini. Je l'ai appelé immédiatement. Messagerie encore. J'ai répondu par SMS. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, je suis malheureuse depuis longtemps. Je ne peux plus continuer. Mon avocat te contactera pour le partage des biens. C'était tout. 6 ans de mariage terminés par 2 SMS juste avant 2h du matin. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis sur le canapé que nous avions choisi ensemble 3 ans plus tôt, dans le salon que nous avions peint nous-mêmes, et j'ai essayé de comprendre comment j'avais raté le moment où ma vie s'était silencieusement brisée en deux. Y avait-il eu des signes? Elle avait été distante ces derniers temps, irascible, protectrice avec son téléphone. Elle avait changé son code 3 semaines plus tôt sans le mentionner. Quand j'avais posé la question, elle avait dit que je me faisais des idées. Au matin, le choc s'était dissipé. Ce qui l'a remplacé n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid, de plus lucide. Si elle voulait que ce soit fini, alors ce serait fini. Mais pas seulement selon ses conditions. À 8h01, dès l'ouverture de ma banque, j'ai appelé. J'ai fait geler notre compte chèque joint, notre compte épargne commun, et je l'ai retiré en tant qu'utilisatrice autorisée sur mes cartes de crédit. J'avais été le principal soutien financier tout au long de notre mariage, je travaillais dans la finance, je gagnais près du triple de son salaire, et la plupart des comptes étaient à mon nom avec elle en ajout. La conseillère bancaire a hésité. Y a-t-il une urgence? Mon mariage vient de se terminer, ai-je dit. Je dois protéger mes actifs. Elle a tout traité sans autre question. Ensuite, j'ai appelé la DRH, demandé que ma femme soit retirée de ma mutuelle, de mon assurance vie et de toutes les désignations de bénéficiaires, avec effet immédiat. La femme au bout du fil était gentille, efficace, elle a demandé si j'avais besoin d'aide psychologique. J'ai dit, non, juste les changements. J'ai quand même pris ma journée. J'ai appelé la meilleure avocate spécialisée en divorce que je connaissais de réputation. Sa provision était douloureuse. Je l'ai payée sans hésiter. À 14h, j'étais assis en face d'elle dans un bureau d'angle avec des baies vitrées du sol au plafond et je lui ai tout raconté. Elle a regardé les SMS, a haussé un sourcil. Aucun avertissement, a-t-elle demandé. Aucun. Et vous avez gelé les comptes? Tous. Elle a souri légèrement. Bien. C'était intelligent. Quand j'ai quitté son bureau, je ne me sentais pas mieux, mais je me sentais prêt. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? La voix de Sophie, tremblante, furieuse. J'ai sécurisé nos actifs en attendant les procédures judiciaires, ai-je dit calmement. Comme ton texto indiquait que nous allions en avoir. Tu m'as coupé l'accès à tout, a-t-elle claqué. Ma carte a été refusée au supermarché. Exact. Mon loyer est dû. J'ai marqué une pause. Ton loyer.
Silence. Long et lourd. Tu as déjà un appartement, ai-je demandé doucement. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois. En fait, ai-je dit, ça ressemble exactement à ce dont mon avocate m'a averti. Elle a commencé à hurler à propos de l'humiliation, de l'assurance, de ma cruauté. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Tu as mis fin à ce mariage, ai-je dit. Je ne fais que réagir. Elle m'a raccroché au nez. J'ai préparé le dîner, mangé seul, fait la vaisselle, et pour la première fois depuis 1h47 du matin, j'ai dormi. Pas paisiblement, mais de manière décisive. Les jours suivants se sont écoulés dans une imitation étrange de la vie normale. Je suis allé au travail, j'ai répondu aux emails, j'ai assisté à des réunions où les gens parlaient de prévisions trimestrielles et de délais comme si mon monde ne s'était pas effondré à 1h47 un mercredi. Le soir, je rentrais dans une maison qui sentait encore comme elle. Ses chaussures étaient près de la porte. Sa veste était toujours accrochée au porte-manteau dans l'entrée. Sa tasse à café, ébréchée sur le bord depuis qu'elle l'avait fait tomber il y a des années, était dans l'évier comme si elle allait revenir la chercher. Je n'ai touché à rien. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Je ne pouvais pas me résoudre à dormir dans notre lit. Pas encore. Le vendredi matin, j'ai remarqué de petites absences. Son ordinateur portable avait disparu du bureau à domicile, la montre que son père lui avait donnée aussi. Un sac de sport que je ne reconnaissais pas comme son sac de voyage habituel. Elle était revenue, juste pas quand j'étais là. Nous avions installé des caméras de sécurité l'année dernière après le cambriolage d'un voisin. Je n'y avais même pas pensé jusqu'à ce moment-là. J'ai ouvert l'application. Jeudi, 14h14. Sophie est entrée comme si elle était encore chez elle. Elle se déplaçait avec précaution, silencieusement, comme quelqu'un qui ne voulait pas être pris, pas par moi, mais par la culpabilité. Elle est passée de pièce en pièce, ouvrant des tiroirs, scannant des étagères, prenant ce qu'elle voulait, laissant le reste. À un moment donné, elle est restée debout dans le salon pendant 30 secondes complètes, regardant simplement autour d'elle. Puis elle est partie. J'ai fermé l'application et je me suis assis à mon bureau, les mains jointes, respirant à travers la pression sourde derrière mes yeux. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu différent. J'ai failli ne pas répondre. Allô ? Il y a eu une pause à l'autre bout. Bonjour. Nicolas. Oui. Une autre pause. C'est vraiment gênant. Je ne sais même pas comment dire ça. Une voix d'homme. Plus jeune que moi, peut-être la trentaine. Nerveux, contrôlé, mais à peine. Je m'appelle Laurent, a-t-il dit. Je dois vous parler de votre femme. L'air a quitté mes poumons. Je me suis assis à la table de la cuisine sans réaliser que je m'étais levé. Ma femme, ai-je répété. Oui, a-t-il dit doucement. Sophie. J'ai fermé les yeux. Je pense savoir pourquoi vous appelez, ai-je dit. Il a expiré comme s'il retenait son souffle depuis des minutes. Je ne savais pas qu'elle était mariée au début, a-t-il dit rapidement. Elle m'a dit qu'elle était divorcée. Elle m'a montré des papiers. Elle a dit que vous étiez séparés, que vous étiez essentiellement des colocataires finissant de vendre la maison. Nous étions très mariés, ai-je pensé. Dormant dans le même lit jusqu'à mercredi soir. Elle a emménagé dans mon appartement mercredi, a continué Laurent. Elle a débarqué vers minuit avec des valises. Elle a dit qu'elle avait enfin mis fin aux choses et que nous pouvions être ensemble pour de vrai maintenant. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour. Une reconnaissance. Alors, pourquoi m'appelez-vous, ai-je demandé. Parce qu'hier, elle a pété les plombs. Sa voix tremblait maintenant. Elle a commencé à hurler à propos de comptes gelés, d'assurance, de la façon dont tu l'avais ruinée financièrement. Elle a essayé d'utiliser ma carte de crédit pour payer quelque chose. Je ne sais même pas quoi. J'ai dit non. Il a marqué une pause. Elle a jeté mon ordinateur portable à travers la pièce. Je n'ai rien dit. Elle a cassé une lampe, un cadre photo, a commencé à crier que j'étais censé prendre soin d'elle maintenant, que je lui avais promis une vie meilleure que toi. Ma mâchoire s'est serrée. Et ensuite, a-t-il dit, avant qu'elle ne sorte en trombe, j'ai regardé quelques papiers qu'elle avait laissés sur mon comptoir. Je me suis senti froid partout. Il y a des relevés bancaires, a-t-il dit,
montrant des transferts de vos comptes joints vers un autre compte à son nom seul. Des milliers d'euros à la fois, remontant à des mois. J'ai fermé les yeux. Envoyez-moi des photos, ai-je dit. Tout de suite. Je le fais déjà, a-t-il dit. Mais il y a autre chose. J'ai attendu. Hier soir, avant qu'elle ne panique, elle était au téléphone avec quelqu'un. Je pense sa sœur ou une amie, et elle parlait de prendre la maison, de te faire payer, de te faire passer pour quelqu'un de contrôlant, d'instable. Il a dégluti. Elle a dit qu'elle pouvait faire croire aux gens qu'elle avait peur de toi. J'ai ri. C'était un rire sec, sans humour. Je lui ai donné une liberté totale, ai-je dit. Je ne l'ai jamais fliquée, jamais questionné où elle allait. Clairement, c'était mon erreur. C'est ce que je pensais, a dit Laurent doucement. J'en ai fini avec elle, complètement. Mais je me suis dit que tu méritais de savoir ce qu'elle prépare. Ferez-vous une déclaration si mon avocate le demande, ai-je dit. Il a hésité. Je ne veux pas d'ennui juridique. Vous ne saviez pas qu'elle était mariée, ai-je dit. Vous n'êtes pas responsable de ces mensonges, mais votre témoignage pourrait compter. D'accord, a-t-il dit. Oui, je le ferai. Les photos sont arrivées quelques secondes plus tard. Page après page de relevés, des transferts entre 1500 et 3000 euros. Encore et encore, près de 40 000 euros siphonnés sur 5 mois. L'argent que j'avais gagné, l'argent qu'elle avait caché. J'ai tout transféré à mon avocate avec une seule ligne, preuve de faute financière. Un partenaire honnête prêt à témoigner. Appelez-moi à Zap. Elle a rappelé en 10 minutes. C'est très bon, a-t-elle dit, pour nous. J'ai fixé le mur, le téléphone pressé contre mon oreille, et pour la première fois depuis le SMS, j'ai compris quelque chose clairement. Sophie n'avait pas paniqué. Elle avait planifié. Mon avocate a bougé plus vite que je ne l'espérais. À midi, elle avait déposé une requête d'urgence pour empêcher Sophie d'accéder aux fonds conjugaux restants et pour obliger la divulgation de chaque compte à son nom. Ce n'est pas juste de l'infidélité, a-t-elle dit au téléphone. C'est une faute financière, possiblement de la fraude. Les mots ont atterri plus lourdement que je ne le pensais. Fraude. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la confusion. C'était intentionnel. Je me suis assis à ma table à manger avec mon ordinateur portable ouvert, faisant défiler les relevés que Laurent avait envoyés encore et encore, comme si la répétition pouvait atténuer la douleur. Ce ne fut pas le cas. Le schéma était chirurgical. Des montants assez petits pour ne pas déclencher d'alarme, chronométrés juste après les jours de paix, transférés vers un compte que je n'avais jamais vu parce que je n'avais jamais eu de raison de chercher. 5 mois. 5 mois à me mentir en face tout en étant assise en face de moi au dîner. À 15h17, mon téléphone a vibré. Nicolas, on doit parler en personne. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, Nicolas, ça devient hors de contrôle. Celui-là m'a fait rire. À 16h02, la porte d'entrée s'est ouverte. Je ne l'avais pas invité. J'étais assis dans le salon, téléphone à la main, mon avocate en attente, exactement là où je m'étais positionné quand j'avais imaginé ce moment. Sophie s'est arrêtée net quand elle m'a vu. Elle avait l'air dévastée. Les mêmes vêtements que mercredi soir, cheveux sales, cernes sombres sous les yeux. L'assurance qu'elle portait comme une armure depuis des années avait disparu. On doit parler, a-t-elle redit. Plus doucement maintenant. Ton avocat devrait contacter le mien, ai-je répondu d'un ton égal. Oublie les avocats, a-t-elle claqué. J'ai fait une erreur. J'ai incliné la tête. Tu as fait des dizaines d'erreurs, ai-je dit. Sur des mois. Elle s'est figée. Comment tu? Laurent m'a appelé, ai-je dit. La couleur a quitté son visage. Il m'a tout dit, ai-je continué. La liaison, les faux papiers de divorce, l'argent volé. Elle s'est effondrée sur le canapé en face de moi comme si ses jambes avaient lâché. C'est un tel gâchis, a-t-elle murmuré, passant ses mains dans ses cheveux. C'est toi qui as créé ce gâchis, ai-je dit. Je ne voulais pas que tout ça arrive, a-t-elle dit rapidement. Ça a juste dégénéré. Je l'ai rencontré à une conférence au printemps dernier. Il faisait attention à moi. Tu étais toujours occupé, toujours au travail. Je me sentais invisible. Je me suis levé. N'essaie pas, ai-je dit calmement, de mettre ça sur le dos de ma carrière. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Tu m'as trompé.
Tu as volé près de 40 000 euros. Tu as loué un appartement avec des fonds conjugaux. Tu m'as menti, à lui, à tout le monde. Ça n'a pas dégénéré. Tu as planifié ça. J'allais rendre l'argent, a-t-elle dit désespérément. Non, ai-je répondu. Tu l'as caché pour avoir un coussin de sécurité quand tu partirais. J'ai les relevés. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Laurent m'a aussi envoyé des SMS, ai-je ajouté. Où tu parlais de prendre la maison, de me dépeindre comme contrôlant. Elle a fixé le sol. Il a promis qu'il m'aiderait à recommencer, a-t-elle chuchoté. Il a dit qu'il me comprenait. Il ne savait pas que tu étais marié, ai-je dit. Tu l'as manipulé lui aussi. Ses épaules se sont affaissées. Il m'a mise à la porte, a-t-elle dit. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste de la distance. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. On peut arranger ça, a-t-elle dit soudainement, me regardant avec un espoir frénétique. Thérapie de couple. Je démissionnerai s'il le faut. Je ferai n'importe quoi. Non, ai-je dit. Tu ne décides plus de ça maintenant. Elle s'est levée brusquement, la colère brillant dans ses yeux. Tu apprécies ça, a-t-elle dit, me regarder m'effondrer. Je survis à quelque chose que tu m'as fait, ai-je répondu. Il y a une différence. Je dirai aux gens que tu étais contrôlant, a-t-elle claqué. Que tu me surveillais, que j'avais peur de toi. J'ai souri. Ça nous a surpris tous les deux. J'ai 6 ans de SMS, ai-je dit. Des emails, des photos, des amis qui témoigneront, et la déclaration de Laurent, et les relevés bancaires, et le bail de ton appartement secret. Je me suis approché. Et c'est. Quelque chose a changé dans ses yeux à ce moment-là. De la peur. J'ai besoin de certaines de mes affaires, a-t-elle dit doucement. Prends ce dont tu as besoin, ai-je répondu. Tu as 1 heure. Laisse la clé sur le comptoir. Elle est montée sans un autre mot. J'ai écouté les tiroirs s'ouvrir, les portes de placard coulisser, le son d'une vie en train d'être démantelée. 40 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises. Elle s'est arrêtée à la porte. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je t'aimais vraiment. Tu as fait des choix, ai-je dit. Assume-les. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle. Et pour la première fois depuis la fin du mariage, la maison était vraiment à moi. Le processus judiciaire n'a pas explosé comme les films le prétendent. Il n'y a pas eu de cri au tribunal, pas de confession dramatique sous les néons, juste de la paperasse, interminable et méthodique, conçue pour transformer l'émotion en preuve. Mon avocate a déposé le dossier en premier. Requête d'urgence, divulgation des actifs, une réponse formelle à l'affirmation de Sophie selon laquelle elle avait quitté le mariage en raison de négligence émotionnelle. Elle a démantelé cette phrase en 3 pages. Des SMS montrant une communication affectueuse jusqu'à la semaine de son départ. Des projets de vacances prévus pour le mois suivant. Des emails sur la peinture de la chambre d'amis. Stabilité. Cohérence. Vérité. L'avocat de Sophie a essayé de riposter, arguant que la durée du mariage impliquait que mes revenus plus élevés créaient un déséquilibre de pouvoir. Mon avocate n'a pas élevé la voix. Elle a simplement fait glisser les relevés bancaires sur la table. Transfert systématique, a-t-elle dit. 5 mois, près de 40 000 euros, compte caché, dissimulation intentionnelle. La salle est devenue silencieuse. Laurent a fourni une déclaration sous serment 2 semaines plus tard. Il a décrit la liaison, les faux papiers de divorce, les mensonges. Il n'a pas enjolivé. Il n'en avait pas besoin. Sophie ne l'a jamais regardé. Lors de la séance de médiation obligatoire 3 mois plus tard, je l'ai revue. Elle avait l'air différente, plus mince, plus vieille, d'une certaine manière, plus petite, sans alliance. Son avocat a fait l'essentiel de la conversation. Sophie était assise, les mains serrées, grattant son ongle comme si c'était la seule chose qui la reliait à la pièce. Quand le médiateur a demandé si l'un de nous voulait parler, elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je n'ai rien dit. 4 mois après le SMS qui a tout terminé, le divorce a été prononcé. Sophie a reçu 15% des biens matrimoniaux, juste assez pour presque annuler ce qu'elle avait déjà pris. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite, ma voiture. La loi ne l'a pas punie. Elle l'a corrigée.
Je l'ai vue une fois de plus alors que nous signions les documents finaux. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Je n'en avais pas besoin. Je suis resté dans la maison pendant 1 an après la finalisation du divorce, assez longtemps pour comprendre que guérir ne consiste pas à effacer les souvenirs. C'est une question de reconquête de l'espace. Chaque pièce contenait des échos. La cuisine où nous avions l'habitude de cuisiner le dimanche. Le couloir où nous nous disputions sur les couleurs de peinture. La chambre où je n'avais pas dormi depuis la nuit de son départ. Finalement, les souvenirs ont cessé de faire mal. Ils existaient simplement. Alors, j'ai vendu la maison. J'ai acheté un endroit plus petit, plus proche du centre-ville. Moderne, lignes épurées, baies vitrées du sol au plafond, un espace qui n'appartenait qu'à moi. Je l'ai décoré sans compromis. Pas de négociation, pas de « qu'est-ce que tu en penses », pas d'explication. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux au début. Environ 8 mois après le divorce, j'ai rencontré une femme gentille, stable, honnête d'une manière qui semblait délibérée, pas théâtrale. À notre 4e rendez-vous, je lui ai tout raconté. J'ai observé son visage attentivement pendant que je parlais, attendant le jugement, l'inconfort, le retrait. Elle n'a pas interrompu, n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit, elle a juste écouté. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Ça n'a pas marché. Nous voulions des avenirs différents. Nous nous sommes quittés amis. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas eu l'impression qu'une relation qui se termine signifiait que j'avais échoué. J'ai passé du temps seul, j'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours repoussés, j'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné pendant le mariage, j'ai pris un cours de cuisine et je suis devenu étonnamment bon, j'ai commencé à courir, j'ai fini un semi-marathon, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Ce que j'ai appris, c'est que les gens vous montrent qui ils sont quand leur confort est menacé. Sophie était d'accord pour être malhonnête tant que cela lui profitait. Au moment où ce n'était plus le cas, le masque a complètement glissé. J'ai aussi appris ceci, se protéger n'est pas vindicatif. Geler les comptes n'était pas une vengeance, c'était de la survie. Laurent m'a contacté une fois de plus environ 1 mois après que tout se soit calmé. Il a envoyé un court email. Il a dit que Sophie avait disparu de sa vie après avoir saccagé son appartement, le laissant avec des factures de dégâts et une confiance brisée. Il a dit qu'il se sentait utilisé. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, mais que je ne voulais plus de contact. Il a compris. Je ne déteste pas Sophie. Je ne ressens plus grand-chose envers elle. C'est juste quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui a fait des choix qui ont révélé exactement qui elle était. Je dors bien maintenant. J'ai une vie qui est entièrement la mienne. Pas de mensonges, pas d'agenda caché, pas de terreur silencieuse bourdonnant sous la surface. Et quand tout s'est effondré, j'ai géré ça avec intégrité. C'est suffisant.